Un pauvre aveugle épouse une millionnaire qui lui a payé une opération qui lui a permis de voir pour la première fois. À Lyon, dans un quartier modeste non loin de la gare de Perrache, vivait un jeune homme que tout le monde semblait connaître, mais que personne ne voyait vraiment. Julien Moreau, aveugle de naissance, arpentait chaque jour les trottoirs bordés d'érables avec un panier en osier accroché à l'avant de sa chemise. Ce panier, toujours rempli de fleurs fraîches, lui servait à gagner quelques pièces en les vendant aux passants, aux voyageurs pressés, aux couples en balade ou aux curieux attirés par sa voix douce et chaleureuse. Julien, malgré la cécité absolue, n'avait jamais laissé l'obscurité de son monde l'engloutir. Il possédait une manière unique de percevoir la vie, un mélange de sens aiguisés, d'intuition poétique et de rêves silencieux qui l'accompagnaient comme une mélodie constante. Chaque matin, il quittait la modeste chambre qu'il louait sous les toits d'un vieil immeuble en pierre, guidé par sa canne blanche marquée de quelques éraflures. Les marches grinçantes et le parfum du vieux bois l'aidaient à se repérer. La concierge, Madame Lefebvre, lui glissait souvent un bonjour maternel et une brioche encore tiède. Les voisins le saluaient avec une affection mêlée d'admiration. Ils le voyaient comme une figure familière, presque un repère dans le tumulte quotidien. Julien n'avait jamais vu le bleu du ciel, ni la lumière dorée du soleil à travers les feuilles. Mais il parlait des couleurs comme s'il les avait inventées. Il décrivait le rouge comme la chaleur d'un rire sincère, le vert comme la fraîcheur d'un matin d'été, et le bleu comme le silence apaisant d'une nuit sans vent. Les clients qui s'arrêtaient à son étal repartaient souvent avec bien plus qu'un bouquet. Ils emportaient avec eux un fragment de sa vision du monde, façonné non par les yeux, mais par l'âme. Il avait appris les plantes grâce à son oncle, horticulteur à la retraite, qui lui avait enseigné à reconnaître chaque tige, chaque pétale, chaque odeur. Le jasmin le faisait sourire, la lavande lui rappelait les dimanches passés à écouter la radio allongée sur le vieux tapis de l'atelier. Mais c'était la rose qu'il préférait. Il la trouvait complexe, imprévisible, et disait souvent qu'elle ressemblait à la vie elle-même, belle, mais parfois piquante. Julien n'avait jamais quitté Lyon. Son univers se limitait à quelques rues, à des sons familiers, à des odeurs répétées. Il se déplaçait avec une précision impressionnante, saluait les commerçants, reconnaissait les passants réguliers à la cadence de leurs pas. Les enfants du quartier l'appelaient le poète des fleurs et lui demandaient souvent de raconter des histoires. Il en inventait sur place, mêlant la vérité à l'imaginaire et offrait à chacun un instant d'évasion. Pourtant, derrière cette routine presque sereine, se cachait un désir silencieux, une curiosité profonde, une question sans réponse. À quoi ressemblerait le monde s'il pouvait le voir? Cette pensée, qu'il refoulait souvent pour ne pas se torturer, revenait dans les moments de solitude. Le soir, lorsqu'il restait seul dans sa chambre, il écoutait les sons de la ville avec une attention douloureuse, tentant de peindre mentalement ce qu'il n'avait jamais pu contempler. Il rêvait de visages, de paysages, de lumière. Il s'imaginait les vitrines colorées, les voitures qui passaient, le reflet du Rhône au crépuscule. Il construisait dans son esprit des tableaux mouvants, détaillés, qu'il offrait parfois aux autres à travers ses mots. Certains le prenaient pour un visionnaire, d'autres pour un doux rêveur. Mais lui, Julien, savait qu'il possédait quelque chose de rare, la capacité de voir au-delà de l'évidence. Il n'était pas seul, bien sûr. Il avait quelques amis fidèles, comme Thomas, le boulanger d'en face, qui lui offrait souvent des croissants invendus, ou Claire, une étudiante en littérature qui lui lisait des livres les après-midi de pluie. Mais même entouré, Julien ressentait parfois une solitude particulière, celle de ne jamais avoir croisé un regard, de ne jamais avoir vu un sourire, de ne jamais avoir su à quoi ressemblait son propre reflet. Il avait 28 ans et n'avait jamais eu de véritable histoire d'amour. Il plaisait pourtant avec son visage fin, ses cheveux bruns légèrement bouclés, son sourire tranquille, mais il gardait les femmes à distance. Non pas par peur du rejet, mais parce qu'il pensait ne pas avoir grand-chose à offrir. Qui voudrait construire une vie avec un homme qui ne verrait jamais leurs yeux briller? Malgré cela, il rêvait. Il rêvait d'un amour qui irait au-delà de l'apparence, d'une voix qui réchaufferait ses silences, d'une présence qui lui donnerait l'impression de voir, même dans le noir. Il ne croyait pas aux miracles, mais il croyait aux surprises. Il pensait que la vie, parfois, préparait des détours inattendus pour ceux qui savaient attendre sans se plaindre. Un jour d'automne, alors que les feuilles craquaient sous ses pas et que le vent s'engouffrait entre les immeubles,
Il sentit que quelque chose allait changer. Il ne pouvait l'expliquer. C'était une impression diffuse, une vibration dans l'air, un frisson inexplicable. Il se posta comme à son habitude près de la station, installa ses fleurs avec soin, régla les ficelles de son étalage, respira profondément. Les gens passaient, pressés, distraits, sans le voir vraiment. Mais lui, dans son monde silencieux et parfumé, attendait. Sans le savoir, il était à la veille d'un bouleversement. Le genre de bouleversement que l'on n'attend plus et qui pourtant arrive. Ce jour-là, les nuages lourds obscurcissaient le ciel de Lyon, et une fine pluie s'abattait sur la ville comme une caresse persistante. Julien, fidèle à sa routine, avait tout de même installé son petit étal de fleurs à l'abri d'un auvent usé, juste à côté de la bouche de métro, là où les passants ralentissaient, tirant leurs manteaux contre eux, tentant d'éviter les gouttes. Malgré le mauvais temps, les couleurs et les parfums de ces fleurs mettaient une touche de vie dans ce décor gris. Le chatoiement du lilas, l'arôme du muguet, la douceur du chèvrefeuille. Tout était soigneusement préparé pour ceux qui, même sous la pluie, avaient besoin de beauté. Les gens passaient rapidement, jetant parfois une pièce dans son pot en échange d'une fleur enrubannée. Julien répondait à chacun avec son habituelle chaleur, sa voix calme adoucissant l'agitation de la ville. Mais ce jour-là, au milieu de la foule agitée, un pas attira son attention. Léger mais décidé, féminin, accompagné du son distinct d'un talon fragile, irrégulier, comme si la démarche était un peu hésitante. Julien se tourna vers cette présence nouvelle, avant même qu'elle ne dise un mot. « Bonjour », dit-elle, d'une voix voilée mais polie. Elle demanda un bouquet de pivoine. Julien reconnut tout de suite cette fleur, douce, ronde, parfumée. Il en prépara un avec délicatesse, y ajoutant quelques feuilles d'eucalyptus, un ruban ivoire. Puis il tendit le bouquet en direction de la voix, qu'il devinait timide mais chargée d'une émotion difficile à définir. Lorsqu'elle saisit les fleurs, leurs doigts se frôlèrent brièvement. Julien sentit une légère tension dans ce contact fugace, une hésitation, presque une fragilité. Elle paya sans dire un mot de plus, et alors qu'elle s'éloignait, il sentit une odeur inhabituelle dans son sillage. Un parfum floral, très doux, mélangé à quelque chose de plus intime, comme la trace d'une tristesse profonde. Cette voix resta dans l'esprit de Julien longtemps après son départ. Elle n'était pas simplement mélancolique, elle semblait porter un monde en deuil. Et pourtant, il y avait eu un instant, très bref, où quelque chose s'était ouvert dans son ton, comme si un sourire inattendu avait effleuré ses lèvres. Julien ne savait pas pourquoi cela l'avait tant marqué. Peut-être parce qu'il reconnaissait cette fracture, celle des gens qui portent leur douleur en silence. Le lendemain, alors que le soleil était revenu timidement entre les immeubles, elle revint. Julien la reconnut immédiatement, avant même qu'elle ne parle. C'était sa manière de s'arrêter, sa respiration courte, son silence prolongé. Elle demanda cette fois des lys. Julien en avait reçu quelques-uns de très beaux ce matin-là, et il lui entendit 3, d'un blanc immaculé. Cette fois, elle resta un peu plus longtemps. « C'est vous qui les choisissez » demanda-t-elle doucement. Julien hocha la tête. « Je ne les vois pas, mais je les connais par le toucher et le parfum. Les fleurs ont un langage, madame. Il suffit de les écouter. » Un silence s'installa entre eux. Pas un silence gênant, mais un silence dense, chargé. Puis elle murmura. « Et que disent-moi les lys ?» Julien sourit. « Qu'ils sont le pardon et la pureté. Qu'ils portent le deuil avec grâce. » Elle ne répondit pas. Mais lorsqu'elle partit, ses pas étaient plus lents, moins crispés. Julien eut l'impression, sans la voir, qu'elle avait laissé derrière elle une partie de ce qui l'alourdissait. Et elle revint, chaque jour ou presque, parfois pour un bouquet, parfois sans rien acheter. Elle s'arrêtait, parlait un peu, de tout, de rien. Julien n'osait pas poser de questions. Il sentait qu'elle avait besoin de cet espace sans attente, sans jugement, et il lui offrait cela. Peu à peu, ils développèrent une complicité singulière. Elle lui décrivait la couleur de sa robe, le ciel du jour, les passants qu'elle croisait. Il lui racontait les fleurs qu'il imaginait, les histoires qu'il se faisait à partir des voix, des sons, des odeurs. Elle riait parfois, un rire discret mais sincère, comme si cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas permis cette légèreté. Julien, sans l'admettre, attendait ses visites avec une impatience nouvelle. Il ne connaissait même pas son nom. Il ne savait pas à quoi elle ressemblait, d'où elle venait, ni ce qu'elle faisait dans la vie. Mais il ressentait sa présence avec une intensité inhabituelle. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne lui parlait pas avec pitié ou curiosité.
Elle s'adressait à lui comme à un égal. Elle l'écoutait vraiment. Et surtout, elle ne cherchait pas à combler le silence à tout prix. Elle le laissait exister. Un après-midi, alors que les feuilles tombaient en pluie dorée sur la place Bellecour, elle s'assit à côté de lui sur le banc de pierre. Cela ne s'était jamais produit. Julien sentit son cœur battre plus vite. Elle lui raconta, presque à voix basse, un souvenir d'enfance, une promenade avec son père dans un jardin botanique. Sa voix tremblait un peu. Julien ne dit rien, mais il tendit la main et elle la prit. Ce contact fut bref mais bouleversant. Le lendemain, elle ne vint pas, ni le jour suivant. Julien tenta de ne pas s'inquiéter, mais le vide qu'elle laissait derrière elle était palpable. Il ne savait rien d'elle, ne pouvait pas la chercher. Il n'avait que sa voix en mémoire, sa manière de dire « bonjour », ses silences chargés de sens. Elle revint 3 jours plus tard. Il la reconnut immédiatement, bien sûr. Mais cette fois, sa voix était différente. Elle était lasse, comme si elle portait un fardeau plus lourd encore. Julien l'écouta. Et, pour la première fois, il osa poser une question. « Êtes-vous triste ?» Il y eut un long silence. Puis elle répondit « Oui ». Elle ne dit rien d'autre ce jour-là. Mais ce oui suffisait. C'était une ouverture, une brèche. Julien sut alors que cette femme, qu'il ne voyait pas mais qu'il ressentait avec une intensité presque douloureuse, allait bouleverser sa vie. Il ne savait ni comment ni pourquoi. Mais il n'y avait plus de doute. Les jours s'étiraient avec la lenteur mélancolique de l'automne, et Élise revenait, presque toujours à la même heure. Julien reconnaissait sa démarche entre toutes. Elle ne s'annonçait pas bruyamment. Elle n'avait pas besoin de mots pour qu'il sache qu'elle était là. Parfois, elle se contentait de s'asseoir en silence à côté de lui, et d'autres fois, elle lui racontait des instants de son quotidien. Un repas pris seul, une musique entendue à la radio, le souvenir d'une maison de campagne perdue dans la brume de son enfance. Ce qu'elle ne disait pas était aussi fort que ce qu'elle confiait. Julien n'avait pas besoin de la voir pour sentir que sous ses mots glissait une douleur profonde, comme un fil invisible, qui liait chaque phrase à une absence. Un après-midi, alors que la pluie battait contre les dalles de la place, elle arriva sans parapluie. Trempée, glacée, elle s'assit près de lui sans un mot. Julien lui tendit un morceau de tissu pour sécher ses mains. Elle l'accepta avec un léger merci, mais sa voix était brisée. Pendant de longues minutes, elle garda les yeux fermés, respirant profondément, comme pour ne pas sombrer. Julien, respectueux de ses silences, resta immobile. Mais quelque chose, ce jour-là, était différent. Ce n'était plus de la mélancolie qu'elle portait, mais une fatigue immense, comme si elle avait lutté trop longtemps contre des souvenirs qu'elle ne pouvait plus contenir. Finalement, alors que la pluie faiblissait, Élise parla. Sa voix n'était plus douce, mais rauque, marquée par l'émotion. Elle lui raconta que son père était mort il y avait à peine 2 mois. Il s'appelait Antoine Beaumont, et il était une figure incontournable de l'industrie médicale française. Fondateur d'un groupe de recherche en technologies ophtalmiques, il avait consacré sa vie à développer des dispositifs permettant d'améliorer la vue des personnes atteintes de pathologies rares. Il avait voyagé dans le monde entier, publié des dizaines d'études, assisté à d'innombrables conférences. Mais pour Élise, il avait surtout été un père aimant, quoique souvent absent, et son pilier dans les moments les plus incertains de sa vie. Julien l'écoutait avec une attention religieuse. Chaque mot qu'elle prononçait semblait lourd d'un passé que personne n'avait su alléger. Elle expliqua que depuis sa mort, elle se sentait étrangère à son propre monde. L'héritage, bien qu'immense, ne la réconfortait en rien. Elle se retrouvait à la tête d'une entreprise dont elle ne connaissait pas les rouages, avec des actionnaires qui attendaient d'elle des décisions qu'elle n'était pas prête à prendre. Le conseil d'administration la traitait comme une figure symbolique, et ses anciens collègues la regardaient avec un mélange de pitié et d'opportunisme. Mais ce n'était pas cela qui la rongeait. Ce qui lui brisait véritablement le cœur, c'était la solitude. Elle avait perdu son dernier parent. Sa mère était morte quand elle était adolescente, et depuis, son père avait été sa boussole, son refuge, malgré ses absences fréquentes. Sa maison, bien que luxueuse, lui semblait vide. Les pièces, autrefois remplies de souvenirs et de conversations feutrées, n'étaient plus qu'un écho glacé. Elle avoua à Julien qu'elle avait passé plusieurs nuits à pleurer, recroquevillée dans le fauteuil de son père, entourée de ses livres, tentant de retrouver un sens à sa propre vie. Julien ne répondit pas tout de suite. Il savait que ce genre de douleur ne se guérit pas avec des mots simples,
mais il lui prit la main. Un geste discret, silencieux, mais chargé d'une empathie rare. Elle ne la retira pas. Elle serra même légèrement ses doigts, comme si ce contact la ramenait à quelque chose de vivant, de tangible. Ils restèrent ainsi, immobiles, sous le ciel gris de Lyon, avec pour seul bruit le clapotis intermittent de l'eau sur les pavés. Dans les jours qui suivirent, leur lien se renforça. Élise se mit à parler davantage de son passé. Elle raconta les étés dans le sud, les heures passées à attendre son père dans les couloirs de l'entreprise, les anniversaires solitaires malgré les cadeaux somptueux. Julien ne jugeait jamais. Il écoutait, posait parfois une question, mais surtout, il lui offrait une chose précieuse, la sensation d'être entendue, vraiment. Avec lui, elle n'avait pas besoin de prétendre, elle pouvait être vulnérable, fragile, humaine. Et cela la soulageait d'un poids invisible qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle lui parla aussi de ses doutes, de cette impression qu'elle n'avait jamais été à la hauteur des attentes de son père, de cette crainte d'être perçue comme une héritière capricieuse, incapable de diriger quoi que ce soit. Julien, avec la sagesse tranquille de ceux qui ont appris à observer le monde sans le voir, lui répondit un jour « Ce que tu portes est immense, Élise, mais tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as seulement besoin d'être vraie. » Cette phrase la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle lui en parla plus tard, avouant qu'elle y pensait souvent, la nuit, quand les souvenirs devenaient trop lourds. Julien n'avait jamais voulu être un conseiller. Il disait simplement ce qu'il pensait, avec une honnêteté désarmante, et c'était précisément cela qui faisait de lui un refuge. Il ne cherchait pas à plaire, à séduire, à manipuler. Il était là, pleinement, intensément, avec une écoute si rare qu'elle en devenait bouleversante. Peu à peu, Élise changea. Julien le sentait. Sa voix devenait plus assurée, ses récits plus longs, ses silences moins pesants. Elle riait plus souvent, restait plus longtemps. Elle ne venait plus seulement chercher des fleurs. Elle venait chercher une respiration, une trêve. Et Julien, sans le savoir vraiment, devenait le centre de cette oasis fragile qu'elle se construisait dans le chaos de sa vie. Mais malgré ces échanges profonds, il restait une distance entre eux, une frontière invisible qu'Élise semblait hésiter à franchir. Julien ne posait pas de questions. Il respectait son rythme, son mystère. Il savait que certaines blessures ont besoin de temps. Et dans ce temps suspendu, il se laissait bercer par sa présence, sans rien attendre, mais en espérant secrètement qu'elle continue à revenir. Les journées devenaient plus fraîches, et les arbres de Lyon perdaient peu à peu leurs feuilles dorées, comme si la ville elle-même suivait le rythme lent et discret de ce lien naissant entre Élise et Julien. Ils passaient désormais de longs après-midi ensemble, souvent sans vendre une seule fleur. Julien avait déplacé son étal légèrement, à l'endroit précis où la lumière du soleil d'automne chauffait encore les pierres en début d'après-midi. Élise venait avec 2 cafés qu'elle plaçait toujours à la même distance, l'un à sa droite, l'autre à la gauche de Julien qu'il reconnaissait par la chaleur et l'odeur. Leur proximité était devenue une évidence, une habitude naturelle, sans promesse ni revendication. Ce jour-là, pourtant, Élise proposa quelque chose d'inattendu. Après une longue balade silencieuse dans le parc de la Tête d'Or, où Julien aimait entendre le bruissement des feuilles sous ses pas et le chant étouffé des oiseaux qui traversèrent les branches nues, ils s'assirent sur un banc en pierre humide. Le vent soufflait doucement, et Julien frissonna légèrement. Élise retira son écharpe et la posa sur ses épaules sans rien dire. Julien n'eut pas le temps de protester. Son geste était tendre, presque fraternel, mais dans le silence qui suivit, il sentit que quelque chose pesait dans l'air. Elle hésitait à parler. Sa respiration s'accéléra légèrement, et sa voix, lorsqu'elle se décida enfin, était tremblante, mais déterminée. « Julien, est-ce que tu as déjà imaginé voir le monde ?» Julien resta silencieux un moment. Ce n'était pas la première fois qu'on lui posait cette question, mais jamais de cette manière, jamais avec autant d'intensité. Il réfléchit, puis répondit d'une voix posée, presque grave. « Oui, souvent. Mais ce n'est plus un espoir pour moi. C'est un rêve rangé sur une étagère. J'ai appris à vivre sans, à aimer ce que je peux ressentir autrement. » Élise acquiesça doucement. Puis elle dit « Il existe une technique, une intervention expérimentale. Mon père y a consacré les dernières années de sa vie. C'est risqué, oui, et très coûteux. Mais elle a redonné la vue à quelques patients dans des cas similaires aux tiens. » Julien se tendit. Il n'avait pas besoin de voir son visage pour comprendre la direction de la conversation.
Son cœur se mit à battre plus fort, pas de joie, mais de peur. Il savait que ces mots portaient une promesse, une possibilité à la fois vertigineuse et effrayante. Il sentit sa gorge se serrer. « Élise » commença-t-il sur la défensive. Mais elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Sa voix, cette fois, était claire, assurée, presque tranchante. « Je veux financer cette opération. Je veux t'offrir cette chance. » Un long silence suivit. Le vent secouait doucement les branches et Julien n'entendait plus rien d'autre. Le monde s'était figé autour de cette phrase. Il retira lentement l'écharpe de ses épaules et la lui rendit. « Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas te substituer à un miracle. » Élise prit une inspiration, comme pour se calmer, puis ajouta « Ce n'est pas de la charité, Julien. Ce n'est pas une dette. C'est un cadeau. Tu ne me dois rien. Mais moi, j'ai besoin de faire ça. Parce que parfois, aider quelqu'un est la seule manière que j'ai trouvée pour me sentir encore en vie. » Cette dernière phrase, prononcée d'une voix plus basse, plus brisée, résonna en Julien comme un coup sourd. Il comprit que cette proposition n'était pas née d'un élan de pitié ou d'un besoin de compenser un privilège. C'était un geste vital, presque désespéré. Élise avait besoin de lui, autant qu'il avait besoin d'elle, même s'il ne le disait pas encore. Julien ne répondit pas. Il resta là, immobile, incapable de formuler ses pensées. Une partie de lui criait qu'il devait refuser, que cette intervention changerait tout, qu'il n'était pas prêt. Une autre partie, plus enfouie, rêvait secrètement de ce moment depuis toujours. Voir, découvrir enfin le visage de cette femme, comprendre les formes, les couleurs, les ombres, réaliser ce qu'ils n'avaient fait qu'imaginer. Ils restèrent au parc jusqu'à ce que la lumière tombe. Puis ils rentrèrent chacun de leur côté, sans échanger un mot de plus. Mais cette conversation flottait encore entre eux, comme un écho qui ne cessait de résonner. Le lendemain, Julien ne vint pas à son étal habituel. Il marcha seul, plus longtemps que d'habitude, passant par des rues qu'il connaissait à peine, cherchant une réponse qu'il n'arrivait pas à formuler. Ce n'était pas le coût de l'opération qui le troublait, ni même les risques médicaux. Ce qui le terrifiait, c'était de perdre son monde. Celui qu'il avait construit sans la vue, à force de sons, d'odeurs, de sensations. Il avait appris à exister dans cette obscurité familière. Et s'il ouvrait les yeux pour découvrir que la lumière détruisait ce qu'il avait imaginé si intensément, et si tout devenait décevant, terne, froid, et s'il ne reconnaissait plus rien, pas même lui-même. Il se souvenait des enfants qui riaient en décrivant les couleurs, des amoureux qui parlaient de coucher de soleil. Lui, il avait inventé ses propres images, forgé un monde de métaphores, de poésie. Il avait fait de sa cécité une force, une manière unique de comprendre l'univers. En acceptant cette opération, allait-il trahir cette part de lui-même? Mais il pensait aussi à Élise, à ses silences, à sa main tremblante, à son besoin de donner un sens à sa douleur. Refuser, c'était peut-être l'épargner d'un échec, mais c'était aussi rejeter un lien qu'il construisait lentement, mais avec profondeur. Finalement, il l'appela. Sa voix, quand elle décrocha, était incertaine. Julien ne prit pas le temps des formules. « D'accord, j'accepte. » Il l'entendit pleurer très doucement au bout du fil. Pas des sanglots. Une émotion silencieuse, contenue comme une digue qui cède lentement. Il ne dit rien de plus. Elle non plus. Il savait que ce qui venait de se décider allait bouleverser leur vie, d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore comprendre. Lorsque Julien raccrocha ce soir-là, son cœur battait à un rythme qu'il ne reconnaissait pas. Ce n'était ni excitation ni peur simple, mais un mélange confus des deux, un tourbillon d'émotions contradictoires qui menaçait de l'engloutir. Il resta assis de longues minutes, seul dans sa chambre aux murs dénudés, ses doigts glissant machinalement sur la canne blanche posée sur ses genoux. Toute sa vie, il avait appris à apprivoiser la cécité, à la comprendre comme une partie indissociable de lui-même. Il ne s'était jamais défini uniquement par son handicap, mais celui-ci avait façonné chaque geste, chaque décision, chaque relation. Maintenant, il venait de dire oui à l'idée de bouleverser cette stabilité fragile. Et ce simple mot, main d'accord, résonnait en lui avec une puissance inattendue. Dans les jours qui suivirent, Julien se replia un peu sur lui-même. Il n'évoqua pas immédiatement sa décision avec les quelques personnes de son entourage. Il savait que leur réaction serait empreinte de bienveillance, mais il redoutait aussi les mises en garde, les doutes étrangers qui pourraient renforcer les siens,
Il préféra vivre cette transition dans le silence, en compagnie de ses pensées. Élise, de son côté, se montra discrète. Elle n'insista pas, ne chercha pas à s'imposer. Elle lui laissa l'espace nécessaire, consciente que cette décision engageait bien plus que quelques examens médicaux. Un matin, elle l'informa que la date de l'intervention avait été fixée. L'opération aurait lieu à Paris, dans une clinique spécialisée appartenant à l'ancien réseau de recherche dirigé par son père. Julien l'écouta sans commenter, hocha la tête, laissa les mots se poser en lui comme une pluie fine. Paris, une ville qu'il connaissait sans jamais l'avoir vue. Il en avait entendu parler dans tant de conversations, tant de livres, tant de musique. Il en avait une image très précise, faite de sons, d'odeurs, de récits. Allait-elle correspondre à ce qu'il avait imaginé? Ou tout allait-il s'effondrer dans une révélation crue, une lumière brutale? Le départ fut fixé à la fin de la semaine suivante. Julien prépara un petit sac, y glissant quelques vêtements, des objets familiers, un vieux dictaphone qu'il utilisait pour enregistrer ses pensées. Il tenta de garder une routine, mais chaque geste était désormais traversé par une tension nouvelle. Même l'arôme du café qu'il aimait tant lui paraissait étrange. Tout semblait suspendu à cette promesse. Voir. Et plus cette promesse approchait, plus elle lui faisait peur. Ce n'était pas seulement l'opération, les risques, l'incertitude. C'était l'idée même de changer, de devenir peut-être quelqu'un d'autre. La veille du départ, Julien rendit visite à son oncle, celui qui lui avait tout appris sur les fleurs, sur la manière de les reconnaître sans les voir, de les apprécier avec les mains et le nez. L'homme, robuste et taiseux, l'écouta avec une attention grave. Puis, il posa sa main rugueuse sur l'épaule de Julien. « Tu sais, mon garçon, voir ça peut être un don, mais aussi un piège. On croit qu'on comprend tout parce qu'on voit. Mais ce que tu as construit avec ton cœur, c'est bien plus solide que n'importe quelle image. Garde ça, quoi qu'il arrive. » Julien acquiesça. Ces mots l'apaisèrent un peu. Il savait que son oncle avait raison. Ce qu'il craignait, ce n'était pas tant de voir, mais de perdre cette perception intérieure qui l'avait toujours guidé. Et si en découvrant les visages, les rues, les formes, il oubliait la musique des voix, la profondeur des silences, et s'il cessait de ressentir ce qu'il avait appris à écouter avec tant de finesse. Le lendemain matin, ils partirent ensemble. Élise avait organisé tout le trajet. Un chauffeur les emmena de Lyon à Paris dans une voiture silencieuse et confortable. Julien resta muet presque tout le voyage, le visage tourné vers la fenêtre. Il tentait d'imaginer les paysages qui défilaient, les nuances du ciel, la densité des forêts, la lumière sur les routes. Il écoutait le ronronnement du moteur, les murmures d'Élise lorsqu'elle répondait au téléphone, les craquements du cuir sous ses mouvements. Chaque son était une encre. Il refusait de les laisser se dissoudre dans l'anticipation. En arrivant à la clinique, un bâtiment moderne situé en périphérie de la capitale, Julien sentit une crispation le gagner. L'endroit respirait l'efficacité, la technologie, la froideur maîtrisée. Il sentit le sol sous ses pieds changer, plus lisse, plus poli. L'air portait une odeur de désinfectant et de fleurs artificielles. Une infirmière les accueillit, chaleureuse mais rapide. Julien fut installé dans une chambre spacieuse, sans savoir où étaient les fenêtres, comment était le mobilier. Élise resta près de lui, silencieuse. Elle savait que c'était un moment critique. Il lui prit la main. Pas pour se rassurer, mais pour l'ancrer à lui. Il avait besoin de sentir sa présence réelle, vivante, face à cet environnement impersonnel. Le chirurgien, le docteur Luc Garnier, arriva en fin de journée. Sa voix était claire, méthodique, rassurante, sans être condescendante. Il expliqua la procédure, les étapes, les risques. Il ne cacha rien. Il parla d'éventuels effets secondaires, de la possibilité que l'opération échoue, du fait que même en cas de succès, l'adaptation à la vue serait longue et difficile. Julien écoutait attentivement, notant chaque détail, chaque inflexion. Ce n'était plus une abstraction, c'était un acte réel, imminent. Et au fond de lui, une question s'imposait de plus en plus fort. Suis-je prêt à ce changement? La nuit qui suivit fut longue. Julien ne dormit presque pas. Il repassait dans sa tête les images qu'il n'avait jamais vues, mais qu'il avait rêvées 1000 fois. Il se demandait ce qu'était un regard, ce que signifiait croiser les yeux de quelqu'un. Il pensait à Élise, à sa voix, à ses gestes. Il avait tenté tant de fois d'imaginer son visage. Bientôt, peut-être, il le verrait vraiment. Et si cela le décevait? Non pas parce qu'elle n'était pas belle, mais parce que la beauté qu'il s'était construite
était si intense qu'elle risquait d'être incomparable. Au petit matin, lorsque l'infirmière entra pour le préparer, il était déjà assis, habillé, prêt. Son cœur battait fort, mais il ne tremblait pas. Élise l'attendait dans le couloir. Il entendit son souffle irrégulier. Il sut qu'elle avait peur aussi. Il se tourna vers elle et dit « Peu importe ce qui se passe, je veux que tu saches que tu m'as déjà offert quelque chose d'immense. » Elle ne répondit pas. Elle lui serra la main avec force, longuement. Puis il fut conduit vers la salle d'opération. Les pas fermes, le souffle court, mais le cœur rempli d'une résolution nouvelle. Le bâtiment s'élevait comme un bastion de modernité, au milieu d'un quartier résidentiel paisible de la périphérie parisienne. Entouré d'arbres soigneusement taillés et de pelouses immaculées, l'établissement semblait à la fois accueillant et intimidant, comme si la précision de son architecture avait été pensée pour refléter l'exactitude clinique de ce qu'on y accomplissait à l'intérieur. À travers les vitres, Julien ne voyait rien, bien sûr, mais il ressentait l'ordre silencieux, presque militaire, qui régissait les lieux. Chaque pas, chaque couloir, chaque odeur nouvelle, tout semblait le guider vers une transformation irréversible. Dès l'entrée, il fut pris en charge par une équipe aux gestes précis, sans froideur, mais sans familiarité non plus. Élise marchait à ses côtés, répondant calmement aux formalités administratives, guidant Julien par la main lorsqu'un changement de direction surgissait sans prévenir. Elle n'avait pas relâché sa présence depuis leur arrivée, comme si s'éloigner de lui, ne serait-ce qu'un instant, risquait de le faire vaciller. Julien sentait la tension dans ses doigts chaque fois qu'elle le prenait par le bras, et bien qu'elle ne le dise pas, il devinait qu'elle était elle-même à la limite de son équilibre. Dans la chambre attribuée à Julien, les murs portaient des couleurs douces, soigneusement choisies pour apaiser les patients. Des tableaux abstraits qu'il ne pouvait qu'imaginer étaient accrochés à intervalles réguliers. Il toucha les draps frais du lit, les coins bien repliés, la texture rigide et propre. L'environnement était parfaitement conçu pour éviter toute angoisse, mais Julien se sentait comme un étranger au seuil d'une frontière qu'il ne savait pas s'il devait franchir. Quelques heures après leur arrivée, le docteur Luc Garnier vint le rencontrer. Sa voix était calme, posée, presque académique. Il expliqua à Julien les dernières avancées de la technologie utilisée pour la chirurgie. Une greffe rétinienne accompagnée d'un stimulateur neural interne, développé initialement pour des patients ayant perdu la vue après l'enfance, mais adapté récemment à certains cas de cécité congénitale. Julien écoutait, concentré, enregistrant chaque mot dans sa mémoire. Le médecin ne cachait rien. Les chances de succès étaient réelles, mais pas garanties. La récupération serait lente, incertaine, parfois douloureuse. Et il existait une possibilité non négligeable que son cerveau, jamais habitué à l'interprétation visuelle, rejette ou déforme les signaux perçus. Le docteur évoqua aussi les conséquences psychologiques. Certains patients, expliqua-t-il, avaient vécu des épisodes de dépression après avoir retrouvé la vue, incapables de concilier leur perception idéalisée avec la réalité crue. D'autres avaient perdu leur capacité à se repérer. Leur sens du toucher s'était affaibli, leur mémoire auditive perturbée. Julien, qui avait appris à vivre grâce à ses autres sens, risquait de perdre un équilibre qu'il avait mis toute une vie à construire. Lorsque le médecin quitta la pièce, laissant Julien avec ses pensées, Élise resta assise en silence près de la fenêtre. Julien, qui devinait sa présence plus qu'il ne l'apercevait, se tourna vers elle. « Dis-moi, tu es sûre que je dois le faire ? Est-ce que je suis encore moi si je perds cette part de moi que j'ai toujours connue ?» Elle mit du temps à répondre. Puis sa voix s'éleva, douce mais ferme. « Tu es toi dans ta manière d'aimer, de parler, de ressentir. Tu es toi dans le silence et dans la parole. Ce que tu vois ou non ne change rien à ce que tu es profondément. Mais tu mérites de choisir. Et si tu ne le fais pas, si tu renonces par peur, tu risques de regretter un jour de ne pas avoir essayé. » Julien resta pensif. Les mots d'Élise le frappaient avec justesse. Pourtant, une autre inquiétude le rongeait, plus intime, plus inavouable. « Et toi, Élise, si je découvre le monde tel qu'il est vraiment, si je te découvre, est-ce que tu auras encore ta place dans mon monde ?» Un silence tomba, lourd, fragile. Il sentit qu'elle s'était figée, comme surprise par la question. Puis elle se leva lentement, s'approcha de lui, posa ses doigts sur sa joue. « Julien, si je suis dans ton monde aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne vois pas. C'est parce que tu m'as regardé avec ton cœur, quand personne d'autre ne voyait plus rien en moi. Si tu ouvres les yeux demain, je serai là.
Et si ce que tu vois ne te plaît pas, je resterai là aussi, parce que ce lien que nous avons tissé, il ne dépend pas de la lumière, il dépend de ce qu'on est quand on ferme les yeux. » Julien sentit ses larmes monter, pour la première fois depuis longtemps. Il ne pleurait pas de peur ni de doute. Il pleurait parce que cette femme, qu'il avait appris à aimer sans visage, venait de lui offrir une vérité qui dépassait toutes les images du monde. Elle lui donnait la permission de changer, sans perdre ce qu'ils avaient construit. Le soir venu, alors que la lumière tombait sur les toits de la clinique et que les bruits de la ville s'éteignaient peu à peu, Julien se retrouva seul dans sa chambre. Il passa les doigts sur les objets autour de lui, mémorisant chaque surface, chaque angle. C'était peut-être la dernière fois qu'il toucherait le monde sans le voir, et cette idée l'ébranla plus qu'il ne l'aurait cru. Il ferma les yeux, écouta son propre souffle, chercha au fond de lui cette paix qu'il trouvait autrefois dans le bruissement des feuilles, dans le parfum d'une rose, dans la voix d'un inconnu. Lorsqu'il se coucha, la décision était prise. Non pas dans l'euphorie ni dans la certitude, mais dans l'acceptation lucide de ce qui allait suivre. Le matin, il entrerait dans cette salle blanche, se soumettrait à cette opération qui pourrait tout bouleverser. Et il le ferait non pas parce qu'il espérait un miracle, mais parce qu'il choisissait de ne plus vivre dans le « et si ». Il voulait savoir, voir, non pas pour fuir ce qu'il était, mais pour embrasser ce qu'il pouvait devenir. Et dans ce silence, une certitude naquit. Quel que soit le résultat, il ne serait plus jamais le même. Mais peut-être, juste peut-être, il serait plus entier. Lorsque l'aube se leva sur Paris ce matin-là, elle ne fut qu'une lueur timide derrière un ciel couvert. Le vent balayait les rues silencieuses autour de la clinique, emportant avec lui les dernières feuilles d'automne. À l'intérieur, dans la chambre numéro 14, Julien était déjà éveillé. Il n'avait presque pas dormi, mais son esprit était étrangement clair. Il s'était levé avant que l'infirmière n'entre, avait touché une dernière fois les bords du lit, mémorisé la forme du fauteuil, les plis de la couverture. Tout cela, il le gravait en lui comme une mémoire tactile qu'il craignait de perdre à jamais. Il s'habilla lentement, sans précipitation, suivant le rituel qu'il connaissait par cœur. Chaque bouton refermé était un geste de transition, un pas de plus vers l'inconnu. Lorsqu'Élise entra dans la chambre, il sentit sa présence avant même d'entendre ses pas. Elle s'approcha sans parler, posa une main sur son épaule, puis l'embrassa doucement sur le front. Julien ne répondit pas, mais dans sa poitrine, quelque chose se détendit. Cette chaleur silencieuse, cette fidélité sans mots, valait plus que n'importe quelle promesse. L'équipe médicale vint le chercher peu après 7 heures du matin. On lui demanda de s'allonger sur un brancard, de se détendre. Il fut conduit dans un long couloir dont il sentit la fraîcheur stérile, l'écho métallique, les murmures étouffés. Chaque bruit était amplifié, chaque vibration résonnait dans ses os. Lorsqu'on le fit entrer dans la salle d'opération, le silence devint plus profond encore. Il fut transféré sur la table, un champ stérile fut posé sur sa poitrine, des électrodes furent fixées sur sa peau, un masque positionné sur son visage. L'anesthésiste lui parla doucement, comptant à voix basse. Et peu à peu, le monde bascula dans le noir complet, plus profond encore que celui qu'il avait toujours connu. L'opération dura plus de 4 heures. Une équipe spécialisée, dirigée par le docteur Garnier, œuvrait avec une précision quasi chirurgicale. La greffe rétinienne fut réalisée sous assistance robotique, les fibres nerveuses reconnectées une à une selon un protocole expérimental. Les moindres gestes étaient contrôlés, les moindres réactions scrutées. Dans la salle d'attente, Élise marchait en cercle, incapable de rester en place. Son téléphone à la main, elle ne lisait aucun message. Elle ne pensait à rien d'autre qu'à lui, à ce qu'il était en train de vivre là-bas, seul, endormi, vulnérable. Elle aurait donné n'importe quoi pour être à ses côtés, pour lui murmurer qu'il n'avait rien à craindre, qu'elle serait là à son réveil. Lorsque l'intervention se termina, le docteur Garnier sortit de la salle, le visage marqué par la fatigue, mais serein. Il lui confirma que tout s'était bien déroulé, que les signes vitaux étaient stables, que les premières réponses neurologiques étaient encourageantes. Mais le plus difficile commençait maintenant. Julien allait devoir passer plusieurs jours avec les yeux bandés, dans une obscurité choisie cette fois, imposée pour protéger ses nerfs optiques encore fragiles. Durant cette période, il ne saurait rien du succès ou de l'échec de la procédure. Il faudrait attendre, patienter, espérer. Julien se réveilla dans une chambre baignée d'un silence presque religieux. Ses paupières étaient recouvertes de pansements épais,
Il tenta de bouger, mais une légère douleur au crâne le fit grimacer. Il entendit la respiration d'Élise avant même qu'elle ne parle. Elle était là, fidèle à sa place, assise à côté de lui. Lorsqu'il prononça son nom, elle répondit immédiatement, sa voix brisée par l'émotion. Elle prit sa main et la serra longuement. Il lui demanda si tout s'était bien passé. Elle lui répondit que oui, que le chirurgien était confiant, mais qu'il fallait attendre. Commencèrent alors les jours les plus longs de la vie de Julien. Privé de tout repère visuel, même fictif, il se retrouva prisonnier d'un monde clos, sans repère sensoriel. Il ne pouvait plus toucher comme avant, de peur d'endommager les dispositifs. Il devait rester allongé, immobile. Il entendait les voix du personnel médical, les pas feutrés dans les couloirs, mais rien ne venait briser cette attente insupportable. Il avait l'impression d'avoir sauté dans le vide sans savoir s'il y aurait un sol pour le rattraper. Élise vint chaque jour, sans exception. Elle apportait des livres qu'elle lui lisait à voix haute, des histoires simples et réconfortantes, des poèmes aussi, parfois des lettres d'amis de Julien restés à Lyon. Elle lui décrivait aussi le monde extérieur, la lumière du jour, la couleur du ciel, les silhouettes qui passaient devant la clinique. Julien l'écoutait avec avidité. Chaque mot devenait une encre, un pont entre ce qu'il connaissait et ce qu'il allait peut-être découvrir. Un après-midi, elle apporta un petit flacon de lavande. Elle ouvrit le bouchon et le fit glisser doucement sous son nez. Julien inspira profondément. L'odeur le ramena instantanément à son étal à Lyon, à ses bouquets, à ses clients fidèles. Il sourit. Ce parfum si familier était une promesse silencieuse que tout n'était pas perdu, que quelque chose de lui survivrait à cette transformation. Il y eut aussi des moments de doute, de colère. Parfois, Julien s'énervait sans raison, abattu par l'immobilité et par l'incertitude. Il se demandait s'il avait bien fait, s'il n'avait pas trahi ce qu'il était pour courir après un rêve d'enfant. Élise restait là, silencieuse, tenant sa main, essuyant parfois ses larmes sans un mot. Elle ne cherchait pas à rassurer, elle n'imposait pas de consolation. Elle était juste là, présente, entière, fidèle. Et les jours passèrent. Le personnel médical venait régulièrement vérifier ses signes vitaux, ajuster ses médicaments, lui poser des questions sur ses sensations. Il parlait peu, mais chaque jour, il semblait un peu plus calme, un peu plus près. Le 7e jour, le docteur Garnier annonça que les pansements seraient retirés le lendemain. Julien sentit un frisson le parcourir. Ce moment tant redouté, tant espéré, approchait enfin. Il aurait voulu fuir ou accélérer le temps. Il ne savait plus s'il voulait vraiment voir ou juste retrouver une forme de paix. Ce soir-là, Élise lui lut un texte de Saint-Exupéry. Il parlait d'invisible, de regard intérieur, de liens que les yeux ne peuvent percevoir. Julien l'écouta, le cœur serré. Il comprit alors que, quel que soit le résultat, il avait vécu quelque chose d'immense. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis l'opération, il dormit profondément, sans rêve, comme s'il acceptait enfin ce qui allait venir. La lumière du matin filtrait à peine à travers les rideaux opaques de la chambre lorsque le docteur Garnier entra, accompagné de 2 infirmières. Leur démarche était mesurée, leur silence pesant. Ce jour, Julien le savait, ne serait semblable à aucun autre. Les pansements allaient être retirés. Ce geste simple, presque anodin dans d'autres circonstances, prenait pour lui une dimension sacrée. Il n'avait jamais vu le monde. Pas une image, pas une couleur, pas une forme. Toute sa vie, il avait deviné, imaginé, reconstruit un univers entier à partir de sons, d'odeurs, de textures. Et voilà que l'on s'apprêtait à lui offrir ce que tant d'autres prenaient pour acquis, la vue. Assis sur le lit, il respirait lentement. Ses mains posées sur ses genoux tremblaient à peine, mais en lui c'était une tempête. Il n'osait pas bouger, comme si le moindre geste risquait de briser cet instant suspendu. Élise était là, à sa gauche, silencieuse. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas. Sa seule présence suffisait. Il sentait son souffle, son calme fébrile, et cela l'ancrait dans le présent. Le docteur Garnier se pencha, lui expliqua calmement ce qui allait se passer. Les yeux de Julien étaient encore sensibles. La lumière risquait de l'aveugler temporairement. Il ne fallait pas s'attendre à une vision nette ou immédiate. Tout serait flou, déroutant, possiblement déformé. Julien hocha la tête. Il ne s'attendait à rien, justement. Il avait appris à ne pas se projeter, à ne pas désirer avec excès. Ce moment n'était pas une promesse, c'était un seuil. Lorsque les doigts gantés du médecin commencèrent à défaire les bandes, Julien sentit son cœur s'accélérer.
Le tissu au contact de sa peau crissait légèrement. Chaque tour retiré était un pas vers l'inconnu. Puis, soudainement, il n'y eut plus rien. Plus de pression, plus de chaleur autour de ses paupières. Le docteur murmura « Tu peux ouvrir les yeux, doucement. Prends ton temps. N'essaie pas de comprendre. Laisse-toi guider. » Julien inspira profondément. Puis, très lentement, il ouvrit les paupières. Une brûlure immédiate le fit grimacer. Il cligna plusieurs fois, incapable de fixer quoi que ce soit. Une lumière blanche vive éclata dans son champ de perception. Il eut l'impression d'être submergé, non par des images, mais par une intensité nouvelle, presque violente. Il porta instinctivement ses mains à son visage, mais l'infirmière le retint doucement. « C'est normal. Respire. Laisse les yeux s'habituer. » Il obéit. Petit à petit, les contours se dessinèrent. Des formes imprécises, des masses floues, des taches de couleurs sans sens. C'était un chaos visuel, une mer inconnue. Puis, lentement, les taches se stabilisèrent. Il distingua d'abord la lumière du plafond, puis les murs, encore flous. Il voyait. Il ne comprenait pas encore ce qu'il voyait, mais il voyait. Et cette simple réalité le bouleversa. Élise s'était approchée. Il tourna la tête vers elle, guidé par sa voix. Elle dit son nom, doucement, et il fixa l'endroit d'où venait ce murmure. Ses yeux luttaient pour s'ajuster. Il vit d'abord des ombres, puis des lignes. Et enfin, un visage se forma. Des cheveux châtains tombant doucement sur ses épaules, une peau claire, des yeux d'un vert profond, embués de larmes. Elle souriait, un sourire timide, retenu. Julien resta figé. Il la regarda longuement, puis d'une voix rauque, presque cassée, murmura « Tu es encore plus belle que ce que j'avais imaginé. » Ce fut comme une libération. Élise s'approcha, posa ses mains sur ses joues, et leurs fronts se touchèrent. Ils restèrent ainsi longtemps, sans rien dire. Le monde autour d'eux disparaissait, remplacé par cette rencontre miraculeuse entre deux vérités, celle de l'image et celle du ressenti. Julien ne voyait pas seulement Élise. Il la retrouvait, comme si ce visage avait toujours été là, gravé en lui. Les jours suivants furent dédiés à l'adaptation. Julien devait apprendre à utiliser ses yeux, à reconnaître les objets, à nommer les formes. Ce qui semblait simple pour un voyant était pour lui un défi immense. Il confondait les perspectives, peinait à juger les distances, trébuchait parfois sur un simple changement de sol. Mais à chaque chute, Élise était là. Elle ne le corrigeait pas. Elle le soutenait, l'encourageait. Ensemble, ils réapprenèrent le monde, à deux. Julien passait de longues heures à la fenêtre de sa chambre, regardant les arbres, les passants, le ciel. Il était fasciné par la lumière, par la manière dont elle changeait au fil des heures. Il s'émerveillait devant les détails les plus banals. Une feuille qui tremble, un oiseau qui s'envole, la vapeur s'échappant d'une tasse de café. Tout était nouveau, vibrant, déroutant. Mais derrière cette fascination, il restait une peur discrète, celle de perdre ce qu'il avait été, de devenir quelqu'un d'autre. Un soir, alors qu'il était assis en silence, Élise lui demanda « Est-ce que tu regrettes ?» Il la regarda longuement, puis répondit « Non, mais j'ai peur de ne plus être le Julien que tu aimais. » Elle sourit, s'approcha et dit simplement « Je ne t'aimais pas parce que tu étais aveugle, je t'aimais parce que tu étais vrai. » Ces mots s'imprimèrent en lui plus fort que n'importe quelle image. Il comprit alors que la vue ne changeait pas l'essentiel. Ce qu'il avait construit avec elle, avec ses mots, ses silences, ses gestes, ne disparaîtrait pas sous la lumière. Au contraire, cela allait s'enrichir, se déployer. Il n'était pas devenu un autre. Il était simplement devenu plus vaste. Et dans ce regard nouveau posé sur un monde ancien, Julien sut qu'il n'était pas seul. Il avançait, maladroitement peut-être, mais accompagné. Et chaque image, chaque visage, chaque détail qu'il découvrait, il les accueillait avec une gratitude profonde. Car il savait désormais que le plus grand miracle n'était pas de voir, mais d'être vu, aimé et accepté, tel que l'on est. Les jours qui suivirent furent à la fois un enchantement et une épreuve. Julien, désormais libéré des bandages, affrontait pour la première fois de sa vie un monde visible, complexe, changeant, parfois merveilleux, parfois écrasant. Chaque matin, il se levait avec la sensation d'être un nouveau-né dans un corps d'adulte. Son regard s'attardait sur les objets les plus simples. Un verre posé sur la table,
la lumière filtrant à travers les stores, les plis d'un rideau, la silhouette d'un arbre au loin. Tout était nouveau, à apprendre, à nommer, à comprendre. Mais voir ne signifiait pas comprendre. Et c'était là que résidait la difficulté. Il ne reconnaissait pas immédiatement ce qu'il voyait. Un fauteuil n'était pas une évidence. Un visage pouvait lui sembler étrange, même s'il l'avait entendu 1000 fois. Son cerveau, privé depuis toujours de cette fonction, devait maintenant interpréter des signaux qu'il n'avait jamais appris à déchiffrer. Il y avait un décalage entre ce que ses yeux captaient et ce que son esprit comprenait. Et cela, bien que prévisible, l'épuisait. Il se perdait dans les lignes, confondait les objets, paniquait parfois dans les couloirs trop blancs de la clinique. Élise le soutenait dans chaque pas. Elle avait décidé de rester auprès de lui le temps nécessaire, annulant des rendez-vous, repoussant des obligations, convaincue que sa place était là, à ses côtés. Chaque jour, elle l'accompagnait dans des exercices simples, reconnaître les couleurs, suivre un tracé, associer une forme à un nom. Elle lui montrait des photographies, des paysages à travers la fenêtre, les gestes des gens dans la rue. Julien buvait chaque information avec une soif insatiable, mais son esprit fatiguait vite. Les migraines étaient fréquentes. Il devait parfois s'allonger dans l'obscurité pour calmer la surcharge sensorielle. Un après-midi, ils sortirent ensemble pour la première fois de la clinique. Élise l'avait emmené dans un petit parc à quelques rues de là. Il y avait des enfants qui jouaient, des couples assis sur des bancs, des arbres encore jaunis par l'automne. Julien s'assit sur un banc et resta là, longtemps, à observer. Il suivait des yeux un chien qui courait après une balle, fasciné par sa vivacité. Il fixait le ciel, incapable de croire qu'il était aussi vaste, aussi mobile. Il regardait les mains d'Élise, leurs mouvements précis, la façon dont elle se posait sur son bras, sur son genou, comme si elle cherchait à le rassurer. Mais plus il voyait, plus il ressentait une tension étrange en lui, une peur de se perdre, car cette vision nouvelle n'effaçait pas le Julien qu'il avait été, mais le bousculait. Il ne savait plus comment marcher naturellement, hésitait à chaque pas. Ses gestes, autrefois sûrs dans l'obscurité, devenaient maladroits dans la lumière. Il trébuchait, hésitait, se sentait vulnérable. Voir ne lui donnait pas le contrôle. Au contraire, cela le rendait plus dépendant. Il fallait tout réapprendre. Il y eut aussi des moments de découragement. Un matin, en se regardant dans un miroir pour la première fois, Julien eut un choc. Il ne se reconnaissait pas. L'image qu'il avait construite de lui-même depuis toujours ne correspondait pas à ce visage. Il scruta ses traits, tenta de les associer à ses souvenirs sensoriels, mais quelque chose ne collait pas. Il vit ses yeux, leur couleur, leur forme, et se demanda s'ils avaient toujours été ainsi. Ce fut une expérience profondément déstabilisante. Il passa plusieurs heures sans parler, perdu dans cette confrontation brutale entre l'image et la perception. Élise, ce jour-là, s'assit à ses côtés sans poser de questions. Elle le laissa s'effondrer, pleurer en silence. Puis elle lui murmura « Ton reflet n'a pas à te ressembler. Ce que tu es, ce que tu as toujours été, n'est pas là-dedans. Il est dans la façon dont tu écoutes, dans la douceur de tes mots, dans la patience que tu offres aux autres. La beauté ne commence pas avec les yeux, Julien. Elle commence avec ce que tu fais sentir aux gens. » Ces mots, simples mais profonds, marquèrent un tournant. Julien comprit qu'il ne devait pas chercher à correspondre à une image, mais à rester fidèle à sa propre voix, à ce qu'il avait toujours porté en lui. La vision était un outil, pas une définition. Avec le temps, il prit plus d'assurance. Il apprit à se déplacer dans la rue sans paniquer, à lire les panneaux, à reconnaître les visages familiers. Il commença à associer les expressions à des émotions, à lire dans les yeux ce qu'il avait autrefois deviné par la voix. Mais cette transition n'était pas linéaire. Il y avait des rechutes, des jours où il préférait fermer les yeux pour retrouver un semblant de paix, des moments où il s'isolait pour retrouver ses repères anciens. Élise continuait de l'accompagner. Leur lien se transformait lui aussi. Il n'était plus fondé uniquement sur la parole, mais aussi sur les gestes, les regards, les silences partagés. Ils redécouvraient leur relation dans cette nouvelle lumière, parfois avec émerveillement, parfois avec maladresse. Julien observait Élise, étudiait ses traits, sa manière de bouger et de sourire. Il aimait ce qu'il voyait, mais il aimait encore plus ce qu'il avait appris à ressentir.
Et un jour, alors qu'il marchait côte à côte sur les quais de la Seine, Julien s'arrêta, la fixa longuement et dit « Tu sais, je crois que je commence à voir, pas seulement avec mes yeux, avec tout ce que je suis devenu, grâce à toi. » Elle le regarda sans répondre, simplement émue, car elle comprenait ce qu'il voulait dire. Voir ne signifiait pas comprendre, mais ressentir, accepter, s'ouvrir. Et dans ce processus, Julien n'était pas devenu un autre, il était devenu plus entier, plus vrai. Il avançait, pas à pas, vers un monde qu'il n'avait jamais imaginé ainsi. Mais ce monde, il l'embrassait désormais les yeux ouverts. Au fil des semaines, Julien se familiarisait peu à peu avec sa nouvelle vie. Il était capable désormais de marcher seul dans les rues sans trop d'hésitation, de lire quelques lignes simples grâce à une loupe électronique, de reconnaître les visages proches et même de distinguer les expressions les plus évidentes. Les bruits qu'il connaissait si bien se liaient désormais aux images qu'il découvrait, créant un monde plus riche, plus dense, mais aussi plus complexe. Pourtant, derrière ces progrès visibles, une angoisse sourde commençait à s'installer dans le silence. Julien se surprenait à observer Élise différemment, non pas avec moins d'émotion, mais avec un regard qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il voyait désormais les contours de son visage, la couleur de ses yeux, la finesse de ses doigts, la façon dont elle passait sa main dans ses cheveux lorsqu'elle réfléchissait. Il constatait la beauté qui, jusque-là, n'existait pour lui que dans les vibrations de sa voix, dans les pauses entre ses mots, dans l'élan de ses gestes. Et cette beauté, il la reconnaissait, bien sûr. Mais elle réveillait aussi une peur qu'il n'aurait jamais cru connaître, celle de ne plus savoir s'il était aimé pour ce qu'il avait été ou pour ce qu'il devenait. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, Julien ressentait une forme de distance avec lui-même. Il ne détestait pas son apparence, mais il ne s'y reconnaissait pas non plus. Il se demandait parfois si Élise, en le regardant désormais, ne voyait pas un autre homme que celui qu'elle avait rencontré. Et si à l'inverse, c'était lui qui projetait cette différence, incapable de concilier l'amour qu'il avait senti dans l'ombre avec la clarté nouvelle de leur quotidien. Il commença à éviter les moments d'intimité. Lorsqu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, il détournait les yeux. Il ne la touchait plus spontanément comme avant. Il hésitait dans ses mots, redoutait les gestes tendres. Élise, sensible à ces changements, ne disait rien au début. Elle respectait son silence, sa pudeur. Mais elle sentait que quelque chose se fragilisait. L'harmonie naturelle de leurs échanges laissait place à une tension diffuse, à une distance qu'elle ne savait comment combler. Un soir, alors qu'ils étaient attablés dans un petit restaurant discret du quartier latin, Élise tenta d'ouvrir le dialogue. Elle avait préparé ce moment avec soin, choisissant un lieu calme, une lumière douce, un cadre propice à la sincérité. Mais Julien resta fermé. Il répondait par monosyllabes, esquivait les regards. Lorsqu'elle posa doucement sa main sur la sienne, il la retira presque aussitôt, comme si le contact le brûlait. Ce geste, qui aurait pu paraître anodin, brisa quelque chose entre eux. Élise se leva, prit son sac et sortit sans un mot. Julien ne tenta pas de la retenir. Il resta là, figé, incapable de comprendre ce qui l'empêchait de s'ouvrir. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. Élise ne revint pas à leur rendez-vous quotidien. Elle ne répondait pas aux messages, et Julien, paralysé par la honte et la confusion, n'osa pas insister. Il retourna seul dans le parc où ils avaient repartagé tant de moments, espérant la croiser. Il s'assit sur leur banc habituel, laissa le froid du métal pénétrer sa peau, tenta de retrouver dans l'air les traces de sa voix. Mais rien ne venait. Seulement le bruit du vent dans les feuilles, le cri des mouettes au-dessus de la Seine, et ce vide immense qu'elle laissait derrière elle. Julien comprit alors qu'il avait fui. Non pas Élise, mais la vulnérabilité que l'amour exige. Il s'était retranché derrière ses nouvelles perceptions, comme s'il avait voulu compenser la peur d'être vu autrement. Mais dans cette fuite, il avait oublié que c'était justement dans l'obscurité qu'il s'était trouvé. Et que ce qui les unissait ne dépendait pas des yeux, mais de l'acceptation. Il n'avait jamais douté de l'amour d'Élise, mais il avait douté de lui-même. Il avait cru à tort que le regard changeait tout. Il n'avait pas su faire confiance à ce qu'elle avait toujours affirmé, qu'elle l'aimait pour sa lumière intérieure, pas pour ce qu'il pourrait devenir dans la clarté. Il passa plusieurs nuits sans sommeil. Il repensa à leur conversation, à leur silence, à la première fois qu'elle lui avait parlé de son père, à la tendresse dans sa voix lorsqu'elle lui lisait un poème, à sa main dans la sienne le jour de l'opération,
et surtout à la force de ses mots lorsque tout semblait s'écrouler. Élise l'avait soutenu quand il ne croyait plus en rien. Elle avait porté son espoir quand lui-même n'en avait plus, et lui, au premier doute, s'était replié sur sa peur. Un matin, sans trop réfléchir, Julien se rendit devant l'immeuble d'Élise. Il attendit longtemps. Il observa les passants, les taxis, les enfants en route vers l'école. Il vit la lumière changer sur les façades. Puis, vers la fin de l'après-midi, il vit la silhouette d'Élise apparaître au coin de la rue. Elle marchait lentement, le visage fatigué, les traits tirés. Lorsqu'elle l'aperçut, elle s'arrêta net. Ils restèrent ainsi, séparés par quelques mètres, sans un mot. Julien fit un pas vers elle, puis un autre. Et lorsqu'il fut assez près, il lui dit, la voix cassée mais sincère, « J'ai eu peur, pas de toi, de moi, de ce que je pouvais perdre en changeant. Mais je comprends maintenant que ce que j'ai de plus précieux, c'est ce qu'on a construit ensemble, et que je suis prêt à tout réapprendre si tu es encore là. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle le fixa longuement, ses yeux embués de larmes. Puis, sans un mot, elle ouvrit son sac et lui tendit une enveloppe, une lettre. Julien la prit sans comprendre. Elle s'éloigna ensuite doucement sans se retourner. Et dans ses mains, il tenait le début d'une réponse qu'il n'avait pas encore lue, mais qu'il savait déjà essentielle. Julien resta debout, figé, l'enveloppe entre les mains, longtemps après le départ d'Élise. Le vent du soir soufflait doucement sur la rue déserte, soulevant les feuilles mortes, apportant avec lui une fraîcheur presque mélancolique. Il ne savait pas s'il devait ouvrir cette lettre immédiatement ou la garder près de lui comme une promesse suspendue. Son cœur battait fort, chaque battement résonnant dans sa poitrine comme un tambour d'alerte. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était un pont, un espoir, une dernière chance peut-être, laissé là par une femme qui, malgré tout, ne l'avait pas abandonné complètement. Il rentra chez lui à pied, sans se presser, la lettre serrée contre son cœur. Il ne voulait pas lire ces mots au milieu du bruit, ni sous l'éclairage cru d'un café. Il voulait les lire chez lui, là où le silence lui permettrait de les entendre pleinement. Une fois arrivé, il déposa la lettre sur la table, fit chauffer de l'eau pour un thé. S'assit, observa l'enveloppe longtemps, puis finalement, avec des gestes presque cérémoniels, il la décacheta. L'écriture d'Élise était fine, régulière, un peu inclinée. Dès les premiers mots, Julien sentit que cette lettre n'était pas un adieu, mais une mise à nu. Elle écrivait avec une clarté désarmante, sans détour, sans maquillage. Elle commença par rappeler leur première rencontre, ce jour de pluie où elle avait acheté un bouquet de pivoine sans trop savoir pourquoi. Elle lui raconta ce qu'elle avait ressenti en l'écoutant parler, en entendant sa manière de décrire les fleurs, comme s'il les voyait réellement. Ce jour-là, confia-t-elle, elle avait senti pour la première fois depuis la mort de son père qu'elle pouvait encore être touchée par la vie. Puis elle parla de tout ce qui avait suivi, des après-midi partagés, de leur silence confortable, de ses peurs à elle, qu'elle n'avait jamais su exprimer autrement que par la présence. Elle avoua qu'elle s'était souvent demandé ce que Julien verrait en elle s'il pouvait un jour la regarder, non pas par vanité, mais par crainte. Crainte que l'image réelle n'efface celle qu'il avait façonnée dans l'obscurité. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux et qu'il lui dit qu'elle était encore plus belle que dans ses rêves, elle sut que son amour ne venait pas de l'apparence, mais de l'âme. Elle écrivit aussi sa douleur face à son silence récent, à ses regards fuyants, à sa distance. Elle ne le jugeait pas, elle comprenait. Elle savait que l'adaptation à la lumière était un voyage intérieur aussi vertigineux que l'opération elle-même. Mais elle avait eu peur, peur qu'il se perde, peur qu'il s'éloigne non pas d'elle mais de lui-même. Elle avait décidé alors de ne pas forcer, de se retirer, non par punition, mais par respect. Parce que l'amour, écrivait-elle, c'est aussi savoir quand il faut laisser l'autre respirer seul. Et puis, dans les dernières lignes, elle changea de ton. Elle ne parlait plus du passé, mais de l'avenir. Elle écrivait « Si tu veux encore de cette histoire, si tu penses qu'il y a en toi un espace pour moi, je t'attendrai au jardin où tout a commencé, celui où je t'ai raconté l'histoire de mon père, où tu m'as offert ton silence comme un refuge. J'y serai à 17 heures. Et si tu viens, je saurai que nous pouvons recommencer, autrement, mais ensemble. » Julien lut et relut cette lettre plusieurs fois. Chaque mot résonnait en lui comme un rappel de ce qu'ils avaient construit. Il sentit sa gorge se nouer, ses yeux s'emplir de larmes. Il pensa à ce qu'il avait failli perdre, à ce qu'il avait fui par peur de ne pas être à la hauteur.
Il comprit, en fermant la lettre, que l'amour véritable n'attend pas la perfection, mais la vérité. Et la vérité, c'est qu'il aimait Élise, pas seulement parce qu'elle lui avait offert la vue, mais parce qu'elle avait vu en lui ce qu'il refusait parfois d'admettre, un homme capable d'aimer et d'être aimé, dans l'ombre comme dans la lumière. Le lendemain, il se leva tôt. Il choisit ses vêtements avec soin, non pour impressionner, mais parce qu'il voulait se sentir digne de ce moment. Il regarda son reflet dans le miroir et pour la première fois, il ne se chercha pas. Il se vit, juste lui, Julien, un homme en chemin. Il quitta son appartement, traversa les rues avec une énergie nouvelle, un mélange d'appréhension et de foi. Arrivé près du jardin, il ralentit. Le portail était ouvert. L'endroit était presque désert. Quelques feuilles mortes tapissaient les allées. Le banc était là, sous le vieux chêne, celui où il s'était assis tant de fois. Et elle aussi. Élise, assise, un livre à la main, le regard tourné vers le ciel. Elle portait une robe bleu clair et tenait un petit bouquet de fleurs blanches. Julien s'avança le cœur battant, les jambes tremblantes. Lorsqu'elle le vit, elle se leva doucement. Ils se regardèrent longtemps, sans mots, sans geste. Puis, lentement, il s'agenouilla devant elle. Il ne savait pas s'il devait parler. Il ne savait pas quelles étaient les règles dans un moment comme celui-là. Alors il choisit la sincérité la plus simple. Il prit sa main, la porta à ses lèvres et murmura « Je suis prêt. Pour toi. Pour nous. » Élise sourit. Une larme roula sur sa joue. Il la vit, scintillante dans la lumière du jour, et la trouva magnifique. Elle l'aida à se relever, et dans ce geste, il lut tout ce qu'elle ne disait pas. Elle l'aimait. Encore. Toujours. Et lui aussi. Peut-être plus fort que jamais. Parce qu'ils s'étaient choisis une seconde fois après l'ombre, après la lumière, au cœur de ce qu'ils étaient vraiment. Le jardin où Julien et Élise s'étaient retrouvés après tant de doutes n'était pas grand, mais à cet instant précis, il semblait contenir l'univers tout entier. Les bancs usés, les arbres silencieux, la brise légère qui faisait frissonner les feuilles, tout semblait suspendu à ce moment, à cette rencontre entre deux âmes qui avaient traversé ensemble le plus intime des bouleversements. Julien, debout face à Élise, ressentait en lui un calme nouveau, une forme de paix qui n'était pas l'absence de peur, mais l'acceptation de ce qu'il était prêt à vivre malgré elle. Élise, dans sa robe bleu clair, le regardait avec une intensité douce, une émotion retenue. Dans ses mains, le bouquet de fleurs blanches tremblait à peine. Elle ne parlait pas. Elle attendait. C'était à lui de faire le premier geste, le vrai. Celui qui ne dépendait ni des promesses ni des circonstances, mais d'une décision intime, d'un engagement sans retour. Julien s'approcha lentement. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, plongea son regard dans le sien, cherchant dans cette transparence ce qu'aucun mot ne pouvait dire. Puis, d'un mouvement fluide, il mit un genou à terre, sortit de sa poche un petit écrin de velours qu'il avait gardé toute la journée contre lui, comme un talisman. Il l'ouvrit, révélant une bague simple, sans pierre, mais finement ciselée, qu'il avait choisie pour sa symbolique, un cercle sans fin, forgé dans l'or discret de ceux qui aiment sans éclat inutile. Il leva les yeux vers elle, et, d'une voix tremblante mais ferme, prononça « Je t'ai rencontré dans l'obscurité. Tu m'as appris à voir bien avant que mes yeux ne s'ouvrent. Aujourd'hui, je veux t'aimer dans la lumière, dans le doute, dans chaque battement de silence. Élise, veux-tu m'épouser » Il y eut un long moment de silence. Pas de ceux qui gênent, mais de ceux qui préparent un bouleversement. Élise porta sa main à sa bouche, incapable de retenir une larme qui roula lentement sur sa joue. Elle se pencha vers lui, prit ses mains dans les siennes et répondit simplement dans un souffle « Oui ». Ce mot, unique, suffisant, résonna en Julien comme une réponse à toutes les questions qu'il n'avait jamais osé poser. Il se releva, glissa la bague à son doigt et la serra contre lui. Pour la première fois, il vit ses larmes, et elles étaient magnifiques, brillantes, légères, comme des perles fragiles nées d'un bonheur trop intense pour être contenues. Il les essuya du bout des doigts, les contempla comme on regarde un miracle, puis l'embrassa. Un baiser doux, respectueux, mais chargé d'une tendresse qui n'avait plus besoin d'être prouvée. Ils restèrent là, dans ce jardin devenu lieu sacré, longtemps, sans parler. Les oiseaux chantaient au loin, le vent caressait les feuilles, et le monde reprenait son souffle autour d'eux. C'était comme si tout avait été orchestré pour ce moment précis. Pas de foule,
pas d'effusion. Juste deux êtres qui, après avoir traversé l'invisible, choisissaient de s'unir à la lumière. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à préparer ce qui serait non pas une cérémonie mondaine, mais un engagement intime, fidèle à ce qu'ils étaient. Ils décidèrent de se marier dans la campagne, dans une vieille maison entourée de champs, loin du bruit, loin des attentes. Ils invitèrent quelques proches, des amis choisis, des visages chers. Julien contacta Thomas, son vieux camarade boulanger de Lyon, et Claire, l'étudiante en littérature qui lui lisait des romans autrefois. Élise écrivit à ses rares amis, à des collaborateurs de son père qui avaient respecté son silence. Tous acceptèrent avec joie. Julien visita lui-même le lieu du mariage quelques jours avant. C'était une maison en pierre, aux volets verts, bordés de lavande. Un petit verger la protégeait du vent. Il en fit le tour, marcha pieds nus sur l'herbe, observa le ciel, les branches, la lumière. Il ne parlait pas, il respirait. Chaque élément entrait en lui comme une preuve de vie, comme un baume sur les blessures anciennes. La veille du mariage, il écrivit une lettre à Élise. Il n'avait pas voulu lui lire ces mots à voix haute. Il les lui remit dans une enveloppe scellée, lui demandant de l'ouvrir au matin de leur union. Elle lut la lettre dans la lumière douce de l'aube, assise au pied d'un chêne. Elle y trouva les mots de Julien, ses doutes, ses joies, sa reconnaissance. Il lui disait combien elle avait changé sa vie, non en lui rendant la vue, mais en lui révélant ce qu'il portait déjà en lui. Il lui promettait d'aimer non seulement ce qu'elle était, mais aussi ce qu'elle deviendrait, et de rester dans la clarté ou dans l'ombre son refuge vivant. Lorsqu'ils se retrouvèrent sous l'arche tressée de fleurs sauvages, les invités se levèrent. Élise portait une robe simple, fluide, couleur ivoire, qui dansait avec le vent. Julien, vêtu d'un costume gris clair, la regardait approcher comme si c'était la première fois. Et, d'une certaine manière, ça l'était, car chaque jour avec elle était une découverte, un recommencement. Ils échangèrent leurs vœux, sans lire de papier. Juste avec leur voix, leur regard. Julien parla de confiance, de réinvention. Élise parla d'espoir, de renaissance. Leurs voix se croisaient comme leur vie l'avait fait, avec hésitation au début, puis avec une certitude paisible. Lorsqu'ils s'embrassèrent à la fin de la cérémonie, il n'y eut pas d'applaudissements tonitruants, juste un silence chargé de larmes discrètes, de sourires retenus, de mains serrées. Leur union n'était pas celle des contes habituels. Elle était faite de cicatrices, de silence, de recommencement. Mais elle avait la beauté rare des choses qui ont survécu à l'épreuve du réel. Et ce choix qu'ils avaient fait de s'aimer dans la lumière sans oublier l'ombre marquait le début d'une vie nouvelle, plus consciente, plus libre, et surtout infiniment partagée. Le matin du mariage s'était levé, avec une douceur presque irréelle. Le ciel, sans être totalement dégagé, offrait des nuances de bleu pâle et de gris clair qui se mêlaient au chant discret des oiseaux. Le silence de la campagne, entrecoupé de quelques pas sur les graviers ou du froissement des herbes hautes, créait une atmosphère paisible, presque suspendue. Julien s'était éveillé tôt, avant même que la lumière ne filtre totalement par les volets. Il avait ouvert la fenêtre de sa chambre et observé les premières lueurs du jour caresser les champs encore endormis. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une paix intérieure qui ne venait ni d'une victoire ni d'un miracle, mais simplement de la clarté avec laquelle il voyait désormais sa vie, sa place et celle d'Élise à ses côtés. La maison de campagne, choisie pour accueillir la cérémonie, appartenait à un ami de la famille d'Élise. Elle avait tout du lieu rêvé pour une union intime. Murs en pierre couverts de vignes, jardin arboré, petites lanternes suspendues aux branches et un air pur, chargé de ce parfum végétal propre au début d'été. Les invités, au nombre réduit mais soigneusement choisis, commençaient à arriver par petits groupes. Des visages connus, des sourires sincères, des voix que Julien reconnaissait même avant de les voir. Il y avait là des morceaux de son ancienne vie et des témoins de sa transformation. Julien avait voulu que chaque détail du mariage porte la marque de leur histoire. Il avait lui-même préparé les fleurs avec l'aide de Claire, venue de Lyon, qu'il avait vu évoluer dans ses années les plus sombres. Les bouquets, simples et élégants, étaient composés de pivoine, de lavande et de roses blanches, un hommage discret à leur première rencontre. La musique, choisie avec soin, n'était pas orchestrée, mais jouée par un petit groupe de musiciens locaux. Des mélodies douces, presque murmurées, qui accompagnaient sans envahir. Élise, de son côté, s'était préparée à l'étage
entouré de 2 amis proches et de la tante qu'il avait élevée après la mort de sa mère. Sa robe, fluide, sans artifice, semblait flotter autour d'elle comme une seconde peau. Elle ne portait presque aucun bijou, sauf une paire de boucles d'oreilles simples en perles, souvenir de sa mère. Son regard, en se posant dans le miroir, ne cherchait pas la perfection, mais la vérité. Elle voulait que Julien la voie telle qu'elle était, dans la sincérité d'un moment qui allait lier leurs 2 histoires d'une manière indélébile. Lorsque l'heure arriva, tout le monde prit place dans le jardin. Les chaises disposées en arc de cercle entouraient une petite arche végétale décorée de fleurs fraîches et de rubans de lin. Le soleil, caché derrière un voile de nuages, offrait une lumière tamisée, idéale pour un instant aussi fragile que celui-ci. Julien entra d'abord, accompagné de son oncle, celui qui lui avait appris à reconnaître les fleurs sans les voir. Il marchait d'un pas sûr, la tête haute, regardant devant lui non avec fierté, mais avec gratitude. Lorsqu'il arriva sous l'arche, il inspira profondément comme pour ancrer dans sa mémoire chaque élément de ce décor qu'il n'aurait autrefois connu que par description. Puis Élise apparut. Elle avança lentement, tenant le bras de la tante Margot. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais c'est celui de Julien qu'elle chercha. Lorsqu'ils se croisèrent, il y eut une clarté dans ses yeux qu'aucune lumière extérieure n'aurait pu égaler. Il ne la vit pas comme un tableau parfait, mais comme une présence évidente, lumineuse, celle qui avait marché à ses côtés dans la nuit et dans le jour. La cérémonie, sans faste, fut portée par les mots d'un ami de la famille, ancien professeur de philosophie, qui avait accepté de les unir. Il parla d'engagement, non comme un serment figé, mais comme une promesse renouvelée chaque jour, à travers les gestes simples, les silences partagés, les décisions prises à 2. Il rappela que l'amour, pour être fort, devait accepter le changement, le doute, la fragilité, et que ce que Julien et Élise avaient traversé n'était pas une épreuve, mais une révélation. Ils échangèrent leurs vœux les yeux dans les yeux, sans trembler. Julien dit qu'il aimait en Élise sa force tranquille, sa manière de rester quand tout semblait s'effondrer, sa capacité à faire de l'invisible un refuge. Élise dit qu'elle aimait en Julien sa manière de comprendre sans voir, d'écouter sans juger, et qu'elle avait appris à travers lui que la clarté ne venait pas des yeux, mais du cœur. Puis ils échangèrent les alliances, glissant l'un à l'autre ces anneaux simples, forgés à la main, comme des cercles de lumière autour d'une histoire qui avait commencé dans l'ombre. Lorsque le « oui » fut prononcé, il n'y eut pas de cris ni de pluie de confettis, mais un silence intense traversé par les sourires et les larmes discrètes. Leurs mains liées, leurs regards ancrés, ils avancèrent ensemble vers l'avenir. La réception, sous une tente ouverte donnant sur les champs, fut une célébration douce, presque familiale. On mangea des plats préparés par des artisans du village, on but du vin léger, on raconta des souvenirs. Julien fit un discours, le premier depuis son opération. Il parla de gratitude, de résilience, d'amour. Il remercia Élise, non pour lui avoir rendu la vue, mais pour lui avoir donné une raison de voir. Il dit que le monde, depuis, était vaste, mais que c'était dans les yeux d'Élise qu'il trouvait toujours le nord. Dans les mois qui suivirent, leur vie prit une forme nouvelle. Julien reprit son activité de fleuriste, cette fois dans une petite boutique à Lyon, qu'Élise l'aida à aménager. Mais il devint aussi conférencier. Il racontait son histoire dans des écoles, des hôpitaux, des entreprises. Non pour inspirer, mais pour témoigner. Il parlait du courage de ceux qui vous tendent la main, du pouvoir des choix qui changent une vie. Élise, elle, retourna à son domaine médical, non pour diriger, mais pour investir dans la recherche éthique. Ensemble, ils transformaient leur expérience en semences. Et les soirs, dans leur maison bordée de fleurs, ils s'asseyaient souvent sur le banc du jardin, celui qu'ils avaient fait venir de Paris, en souvenir. Julien regardait le ciel, les étoiles qu'il apprenait encore à nommer. Élise, contre lui, murmurait des poèmes ou restait simplement là, présente. Ils n'avaient plus besoin de se prouver leur amour. Il était là, dans chaque respiration partagée, dans chaque silence habité. 2 âmes, 2 cœurs, unis non par la lumière mais par ce qu'elle révélait d'essentiel. Le désir de marcher ensemble dans l'inconnu, à la fois vu et vu vraiment.